Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Roland Guillon, Rapports sociaux et globalisation, Réflexion sociologique, 2013. Benjamin Coignet, Sport et innovation sociale, 2013. Norbert Amselem, Le travail et ses dehors. Porosité des temps, pluralité des vies. Un débat sociologique, 2013. Taha à la ZZAWI, Image de la surfeuse, un miroir aux alouettes, 2013. Alessandro Bergamaschi, Jeunes Français et Italiens face à la diversité. Les deux facettes d'un même préjugé, 2013. Jimmy Benoumeur, La pluridisciplinaire en santé-travail, freins et leviers, 2013. Jean-Michel Bessette, Anthropologie du crime, 2013. Claude Giraud, De la suspicion. Sociologie des liens négatifs, 2013. Franck Dubost, De l'oubli par la sociologie contemporaine du concept d'anomie, 2013. Deguisel Roy, Eric Letontur, Sylvie Pfeliger, Bernard Valade, Dire, La générosité, 2013. Stéphania Pontrandolfo, La dissolution identitaire d'une communauté rome. Ethnographie d'une disparition, 2013. Yang Xiaomin et Zheng Liwa, Culture et Management, 2013. Remerciements. Cet ouvrage est une version actualisée et condensée. Les éléments liés au matériau prud'homal n'ont pas été repris. De ma thèse de doctorat réalisée entre 2006 et 2012 au CSPRP de l'Université Paris Diderot et soutenue le 27 février 2013. Je tiens tout d'abord à remercier les ouvriers interviewés dans le cadre de l'enquête biographique. Sans leur participation, rien n'aurait été possible. Ma dette envers Numa Murar, mon directeur de recherche, est énorme. Que ce livre soit une façon de lui exprimer toute ma reconnaissance. Ma reconnaissance va aussi à Daniel Champion et Franck Michou, pour leurs remarques qui m'ont permis d'améliorer le manuscrit. Je tiens par ailleurs à exprimer toute ma gratitude à Anne Coupiec, Jean-François Lahaye, Marie-Claire Lavabre et Olivier Schwartz, présents dans mon jury, pour le bel échange intellectuel et humain lors de la soutenance. Plusieurs passages de ce livre ont bénéficié de discussions nourries avec un certain nombre de personnes. Qu'elles en soient remerciées. Je pense en particulier à Frédéric Barnier, Claudia Girola, Laure Guégan, Martine Lebovici, Denis Merklen, Solange Mion, Étienne Tassin, ainsi que Gérard Namer aujourd'hui décédé. De nombreuses autres personnes m'ont aussi aidé dans mes démarches. Je veux citer en particulier Claudie Bouderban, Patrick Debellay, Jean-Pierre Doholou, Floras Lachaud et enfin Bruno Pequignot, le directeur de la collection Logique sociale aux éditions L'Harmattan, pour avoir accueilli favorablement la publication du manuscrit. Index des principaux sigles. ACEDIC, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. BEP, Brevet d'enseignement professionnel. BTS, Brevet de technicien supérieur. CAP, Certificat d'aptitude professionnelle. CCI, Chambre de commerce et d'industrie. CDD, Contrat à durée déterminée. CDI, Contrat à durée indéterminée. CE, Comité d'entreprise. 7. Collège d'enseignement technique. CFDT, Confédération française démocratique du travail. CGT, Confédération générale du travail. CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. CSPRP, Centre de sociologie des pratiques et des représentations politiques, de l'Université de Paris Diderot. DEA, Diplôme d'études approfondies. GRETA, Groupement d'établissements de l'éducation nationale. HLM, Habitation à loyer modéré. INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques.
OP, ouvrier professionnel. OS, ouvrier spécialisé. PCF, Parti communiste français. PDG, président-directeur général. PME, petite et moyenne entreprise. PS, Parti socialiste. SFMAI, Société française de matériel agricole et industriel. SNCF, Société nationale des chemins de fer français. TPE, très petites entreprises. Introduction. Distance critique. Je pense que l'individu n'est pas seulement de la structure incorporée et du support d'interaction, il est aussi de la mémoire, il est une trace. Numa Murar, 1996/86. Le problème du foyer central. Le sociologue français Maurice Halbwachs, 1877 à 1945, a été le premier étudiant de l'université française à soutenir une thèse de doctorat consacrée à la classe ouvrière. C'était le 11 janvier 1913 à la Sorbonne. Dans cette thèse, intitulée La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherche sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Halbwachs élabore une théorie des classes sociales où il justifie la hiérarchie des classes par l'existence d'un foyer central. Pour ce proche disciple d'Émile Durkheim, et ancien élève d'Henri Bergson en Cagne au lycée Henri IV, plus les classes sont intégrées et plus elles se situent à proximité du foyer. Dès lors, Maurice Halbwachs ne cessera de réaffirmer l'existence de ce foyer. L'examen de ce que j'ai appelé son modèle conceptuel de la classe ouvrière permet de comprendre pourquoi cette classe sociale occupe, selon lui, la place la plus éloignée du foyer central. La théorie des classes sociales. Le modèle conceptuel de la classe ouvrière de Maurice Halbwachs s'articule au regard de sa théorie des classes sociales. D'une façon générale, la définition du concept de classe sociale chez Halbwachs, souligne Gilles Montigny, supporte deux différences majeures avec celle de Karl Marx. La première est le rattachement de l'appartenance de classe au mode de consommation et au degré de socialisation, et non, comme chez Marx, à la place occupée dans le processus de production. La seconde concerne les rapports entre les classes. Alors que la sociologie marxiste est dominée par la présence d'un antagonisme fondamental entre les classes qui constituent la société, Halbwachs, comme Durkheim, privilégie la dimension de l'intégration à l'intérieur de chaque groupe social, Montigny 2005/59. Dans La classe ouvrière et les niveaux de vie, Maurice Halbwachs utilise la métaphore du foyer central pour expliciter sa théorie des classes sociales. Pour lui, une société est constituée de groupes qui s'agglomèrent de manière concentrique autour d'un foyer central. Ce foyer représente la partie de la société où le niveau d'intensité de la vie collective est le plus élevé, Halbwachs, 1913, v. L'intégration à ce foyer central détermine la hiérarchie des classes sociales. Plus les classes sont intégrées, c'est-à-dire que leurs membres se trouvent de plus en plus pris dans un réseau de relations sociales, religieuses, politiques, d'affaires, etc. Halbwachs 1913, 4, plus elles sont proches du foyer. A l'inverse, moins elles sont intégrées et plus elles se situent en contact avec le dehors de la société. C'est le cas de la classe ouvrière. La notion de classe ouvrière. Pour Maurice Halbwachs, de toutes les classes qui composent la société, la classe ouvrière est celle dont la vie sociale est la moins intense. Halbwachs affirme que la classe ouvrière ressemble bien plus à une masse mécanique et inerte qu'à un organisme vivant et souple. C'est dans le présent et non dans l'histoire qu'il sera légitime et nécessaire d'étudier d'abord la classe ouvrière, puisque de toutes les parties de la société c'est elle qui subit le moins l'influence et l'impulsion de son passé. Halbwachs 1913, 17. Le sociologue définit trois traits généraux essentiels des ouvriers. Quels que soient les matériaux, l'ouvrier est celui qui, dans et par son travail, ne se trouve en rapport qu'avec la matière et non avec les hommes, reste isolé en face de la nature, se heurte aux seules forces inanimées. L'ouvrier est encore celui dont l'activité doit se plier au rythme des machines, dont les gestes doivent se lier et se conformer à ceux de ses compagnons de labeur, de façon à reproduire le jeu mécanique des machines. L'ouvrier est enfin celui qui doit s'abstenir de toute initiative, et viser seulement à devenir ou demeurer un outil sûr et bien adapté à une tâche simple ou complexe, mais toujours monotone. Halbwachs 1913/118. Ainsi, dès 1912,
le sociologue explicite très clairement l'idée que les ouvriers sont des outils. Et cette assimilation des ouvriers à des outils ne relève pas que de la simple figure rhétorique. Nous dirions volontiers que la société, en constituant en elle, ou plutôt en reportant hors d'elle toute une classe d'hommes délégués au travail matériel, a su fabriquer des outils à manier des outils. Halbwachs, 1913/75. A contrario, Halbwachs intègre tardivement dans le courant des années 1930 l'idée du rattachement d'un individu à une classe sociale, la durabilité dans la classe. Remarquons que, quel que soit le groupe que nous considérions, c'est une condition nécessaire pour que les représentations collectives dans ce groupe, pour que la conscience collective de ce groupe soit intense, qu'on n'en sorte pas très facilement. Halbwachs, 2008/189-190. Globalement, Maurice Halbwachs considère que les ouvriers sont relégués vers la matière. Leur travail oblige leur pensée à sortir nettement du cercle social, à la fois moins de sociabilité et plus de solidarité, c'est-à-dire un certain détachement vis-à-vis de la société et de ses coutumes, et de la sympathie instinctive pour ceux qui, à leur exemple, affrontent la matière. Halbwachs, 1913/76. Il s'appuie sur l'isolement de l'ouvrier face à la matière inerte tout au long de sa journée de travail à l'usine pour justifier sa thèse d'une différenciation hiérarchisée des besoins sociaux, logement, habillement, alimentation et dépenses diverses, par les classes sociales. La conscience de classe. Il n'y a de classe sociale pour Maurice Halbwachs que lorsque celle-ci a pris conscience d'elle-même. Appeler classe un ensemble d'hommes dans lequel une conscience de classe ne s'est point développée et ne se manifeste pas, c'est ne désigner aucun objet social, ou c'est désigner une classe en voie de formation qui n'existe pas encore, bien que ces éléments se trouvent là, mais qui existera, c'est-à-dire qu'elle se constituera autour d'une représentation collective dont il faut bien donner au moins une idée. Halbwachs, 1913-2. De fait, si les ouvriers sont relégués vers la matière et isolés du reste de la société tout au long de leur journée de travail, c'est lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'usine, lorsqu'ils se confrontent de nouveau à la vie sociale qu'ils prennent conscience de l'éloignement de la classe ouvrière du foyer central et de son infériorité hiérarchique par rapport aux autres classes. D'une manière générale, s'agissant de la classe ouvrière, la conscience collective est perceptible pour Halbwachs au travers de l'activité professionnelle et de la consommation. Le sociologue élargit sa définition dans la dernière partie de son œuvre, notamment à la syndicalisation, Halbwachs, 1964/128-182, et ne résulte pas d'un rapport de conflictualité avec une classe dominante. Mémoire et classe ouvrière. Maurice Halbwachs aborde l'analyse spécifique de la mémoire de la classe ouvrière de l'industrie dans le chapitre 7 des cadres sociaux de la mémoire, intitulé « Les classes sociales et leurs traditions ». Halbwachs, 1994/222-272. Pour lui, le modèle des cadres de la mémoire collective de classe se trouve dans la mémoire nobiliaire. Comme le précise Gérard Namer dans la postface des cadres, la création d'une classe de fonction à l'occasion de l'apparition de la noblesse de robe amène un changement dans le système de classification. La noblesse de robe n'est plus liée à un haut fait d'armes fondant une nouvelle famille. Ce n'est plus un épisode, c'est une fonction permanente, c'est un service, à la fois de justice et de levée des impôts que la noblesse de robe rend auprès du roi. Et de noter un peu plus loin, mais en tant que classe mémoire, la noblesse de robe va hériter d'une lecture empruntée à Max Weber, celle de la légitimation traditionnelle. La noblesse d'épée va feindre qu'une courte durée de la noblesse de robe suffit à la légitimer comme classe noble, mais la nouveauté importante qui va permettre à Halbwachs de prendre cette noblesse de robe comme un modèle pour la modernité, c'est que la noblesse d'épée traditionnelle n'accepte de juger noble cette noblesse de robe que par la fiction que ce sont des qualités personnelles et non pas des qualités techniques qui vont lui donner un prestige traditionnel. Namer, 1994/340. Puis à la noblesse de robe succède une bourgeoisie de fonction. Ce modèle perdure malgré les changements morphologiques que subit cette classe sociale. Ainsi elle reste une bourgeoisie de fonction porteuse d'une mémoire de valeur. Or, pour Halbwachs, la classe ouvrière est dépourvue de passé. La notion de classe ouvrière de l'industrie renvoie pour lui à un phénomène éminemment moderne, l'industrialisation. À l'opposé de la noblesse porteuse d'une mémoire de valeur dont hérite la bourgeoisie à travers la noblesse de robe, la classe ouvrière ne possède en effet qu'une mémoire de fonction.
Les ouvriers de l'industrie, contrairement aux employés et aux fonctionnaires, sont mis, à l'occasion de leur travail, en contact avec des choses, non avec des hommes. Halbwachs, 1994/244. Ils sont relégués vers la matière, ils se confondent avec leur profession. L'auteur des cadres écrit que la porte de l'usine représente pour l'ouvrier la ligne de séparation entre les deux parties de sa vie quotidienne. Puis il explique, si elle reste entr'ouverte, c'est plutôt après la journée de travail qu'avant. Une partie des habitudes de penser ou de ne pas penser qu'entraîne le contact exclusif avec la matière reflue dans la zone de la société où vit l'ouvrier hors de l'atelier. Quand il retourne dans les locaux de travail, il sent bien qu'il laisse derrière lui un monde pour entrer dans un autre, et qu'il n'y a entre les deux aucune communication. Halbwachs, 1994/246. Maurice Halbwachs s'inscrit ici dans le prolongement théorique du livre de 1912, où la classe ouvrière est limitée au seul caractère mécanique et extrasocial du travail industriel, et où les ouvriers sont relégués vers la matière. Pour lui, la classe ouvrière est une classe sans passé et sans mémoire. À distance d'Halbwachs. Ainsi, pour Maurice Halbwachs, la hiérarchisation entre les classes sociales résulterait de l'existence d'un foyer central. Mon propos vise à critiquer cette affirmation. Elle s'inscrit en cela dans le prolongement de l'article de Michel Verret paru en 1972, Halbwachs ou le deuxième âge du durkheimisme, Verret 2007. Dans cet article, Verret reproche à l'intellectuel français de céder à un idéalisme sociologique hérité d'Émile Durkheim pour prohiber Marx. En s'appuyant sur l'anthropologie culturelle, il lui reproche aussi de céder à un ethnocentrisme de classe, pour définir une théorie des classes sociales en préjugeant du faible degré de socialité des ouvriers et de l'hétérogénéité de leur situation au sein de la classe ouvrière. Si ma recherche s'inscrit dans le prolongement de l'article de Michel Verret, elle s'en différencie toutefois en ce qu'elle porte spécifiquement sur la critique du modèle conceptuel de la classe ouvrière élaboré par Maurice Halbwachs, et que cette critique s'appuie ici sur un matériau empirique. Le matériau en question, nous le verrons plus en détail dans la dernière partie de cette introduction, est constitué principalement d'une enquête biographique réalisée à Vierzon, une ville moyenne du département du Cher, ouvrière, populaire, fortement touchée par la désindustrialisation, auprès de 2 générations d'ouvriers liés directement ou indirectement au secteur de la métallurgie. En d'autres termes, l'analyse des éléments liés à la mémoire ouvrière doit me permettre de récuser l'idée, défendue par Halbwachs, selon laquelle la classe ouvrière est un corps inerte et homogène composé de travailleurs relégués vers la matière tout au long de leur journée de travail. En fait, cette analyse me donne également l'occasion de critiquer l'opérabilité de sa théorie de la mémoire. Les relectures des 2 ouvrages essentiels que Maurice Halbwachs a consacrés à cette théorie, Les cadres sociaux de la mémoire, 1925, et La mémoire collective, 1950, m'ont en effet amené à repérer un second problème. D'un problème à l'autre. Si l'on suit Marie-Claire Lavabre, auteure du Fil rouge Lavabre 1994 et plus récemment avec Florence Hegel, de Destins ordinaires, Hegel et Lavabre 2010, Maurice Halbwachs développe une théorie de la mémoire où cohabitent 2 conceptions de la mémoire collective, appelée aussi mémoire sociale. Une conception qui met l'accent sur le groupe en tant que groupe et une conception qui au contraire mettait l'accent sur les individus qui composent le groupe et réalisent la mémoire collective. Lavabre 2000/54. Et Lavabre de préciser que si, dans les cadres sociaux de la mémoire, le sociologue privilégie la première, inversement dans mémoire collective, il lui préfère la seconde. La théorie halbwachienne de la mémoire. Contrairement à l'interprétation psychologisante de la mémoire proposée en 1896 par Henri Bergson dans Matière et mémoire, celle de Maurice Halbwachs s'attache à démontrer dans les cadres sociaux que toute mémoire relève d'une construction sociale. Pour lui, un individu n'est jamais seul lorsqu'il se souvient. La reconnaissance et la localisation des souvenirs n'est possible qu'en raison des cadres sociaux de la mémoire. Le langage, considéré par Halbwachs comme le cadre fondamental, le temps et l'espace. L'individu s'aide de la mémoire collective, du groupe auquel il participe, pour avoir accès à ces cadres et ainsi être en mesure de se souvenir. Le sociologue définit ici le groupe comme une entité substantialisée, autonome et agissante, capable de se souvenir,
Halbwachs, 1994/146. Dans les cadres, Halbwachs développe également deux autres idées. D'abord, le passé n'est pas conservé mais reconstruit dans le présent. Ensuite, ce processus de reconstruction s'accompagne d'un mouvement d'oubli collectif. La mémoire collective, ouvrage qui regroupe plusieurs dossiers manuscrits rédigés sur une période d'environ 20 ans de 1925 à 1944, paraît en 1950, 5 ans après la mort de Maurice Halbwachs au camp de Buchenwald. Cette édition, établie par Jeanne Alexandre, la sœur du sociologue, s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité des cadres sociaux. Une deuxième édition, revue et argumentée, paraît en 1968 au PUF. Dans l'avertissement pour la deuxième édition, Jeanne Alexandre précise, en 1949, il y a près de 20 ans, on n'avait pas cru devoir introduire dans le livre un article publié de son vivant par Maurice Halbwachs. La mémoire collective chez les musiciens, bien qu'il eût envisagé, mais comme une simple possibilité, de faire de cet article le premier chapitre de l'ouvrage. Et Alexandre de poursuivre, Monsieur Jean Duvigneau estime aujourd'hui que cette analyse de la mémoire musicale semble confirmer les vues qu'il a lui-même formulées dans sa préface sur l'évolution de la pensée de Maurice Halbwachs et son orientation vers le concret. Il a donc été décidé d'ajouter l'article au livre, mais afin de ne pas modifier la structure de celui-ci, de le situer en annexe. Alexandre, 1968, 23. Cette orientation vers le concret, pour reprendre l'expression de Jean Duvigneau, passe par une redéfinition de la notion de groupe. Si, dans les cadres sociaux de la mémoire, le groupe était défini au sens d'une entité substantialisée capable par elle-même de se remémorer, dans Mémoire collective, Maurice Halbwachs envisage les choses autrement. Le sociologue intègre en effet la critique formulée à son encontre en 1925 par l'historien Marc Bloch. Libre à nous de prononcer le mot de mémoire collective, mais il convient de ne pas oublier qu'une partie au moins des phénomènes que nous désignons ainsi sont tout simplement des faits de communication entre individus. Bloch 2006/342. Dès lors, Halbwachs définit le groupe comme un jeu de relations entre les membres du groupe. Qui plus est, en généralisant l'idée envisagée dans les cadres que la mémoire individuelle se situe au croisement de plusieurs mémoires collectives, il peut alors affirmer que d'une part, les individus réalisent les cadres sociaux par entrelacement, et que d'autre part, rien ne s'oublie dans un groupe. Halbwachs, 1997/126. L'autre problème. Nombreux sont les travaux empiriques qui ont critiqué la théorie de la mémoire de Maurice Halbwachs, confirmant ou infirmant tel aspect, récusant ou prolongeant tel autre. De ces différents travaux, on pourra citer l'étude de l'anthropologue et sociologue français Roger Bastide sur les survivances religieuses africaines en Amérique, Bastide, 1970, dans le prolongement de Bastide, ceux de Marie-Claire Lavabre sur la mémoire communiste, Lavabre, 1994, ou dans d'autres directions, ceux de Josette Conen-Heuser, 1994, D'. Anne Muxel, 1996 et de Jean-Hugues Deschaux, 1997, sur la mémoire familiale. De mon point de vue, la conception qui domine dans les cadres sociaux de la mémoire ne présente pas de réel intérêt sociologique, dans la mesure où l'usage extensif de la notion de mémoire sociale ou collective, dans son acception de mémoire d'un groupe en tant qu'entité substantialisée, pensante et agissante, globalise, massifie, dépersonnalise. Bref, cet usage empêche de voir la pluralité et l'individualité. C'est précisément cet usage extensif que reprochera Marc Bloch à Maurice Halbwachs en 1925. Mon choix se porte donc sur la conception qui prévaut dans Mémoire collective, parce qu'elle correspond mieux aux matériaux recueillis et aux transformations actuelles de la classe ouvrière. Mais il n'en demeure pas moins que cette conception pose un problème épistémologique. D'abord, il convient de préciser que si, dans la seconde conception, Maurice Halbwachs défend l'existence d'un jeu entre plusieurs mémoires collectives à l'échelle d'un individu, ou ce qui revient au même, le fait que la mémoire collective transite par la conscience individuelle, en bon durkheimien, il maintient également l'idée du caractère transcendant de la mémoire collective. Par conséquent, il se trouve confronté à un obstacle théorique dans la mesure où, comme le notait Roger Bastide, lui-même se référant à Georges Gurvitch 1950, il ne peut rien y avoir de plus ou de particulier ou d'original dans les consciences individuelles que ce qu'il y a dans les consciences collectives. Bastide 1970/84. Essayons alors de contourner l'obstacle.
tout en considérant qu'il existe d'un côté une mémoire individuelle et de l'autre une mémoire sociale ou collective, envisageons entre ces deux objets un lien différent de celui qu'Albvax a théorisé. En effet, si l'on part du principe que la mémoire individuelle se distingue de la mémoire sociale, en tant que la première est une faculté mentale propre à un individu souverain, capable notamment de remémoration, et que la seconde est une métaphore, une figure rhétorique, une image en somme désignant un objet social transcendant, ne faut-il pas que cette mémoire sociale se manifeste d'une manière ou d'une autre dans les mémoires individuelles, les seules observables ? Le but de cette recherche consacrée à la classe ouvrière est donc le suivant. Montrer qu'il existe un troisième objet que je désignerai par le syntagme de mémoire du collectif, situé entre la mémoire individuelle et la mémoire sociale ou collective, et qui prend la forme d'une sorte de courant de mémoire. Par voie de conséquence, en m'appuyant sur l'analyse de cette mémoire du collectif, montrer aussi l'inopérabilité empirique du foyer central et les limites de la théorie albvaxienne stricto sensu de la mémoire. D'où ma problématique. En quoi et sous quelles conditions peut-on dire que la mémoire du collectif s'apparente au travail de saisie, ou plus simplement à la saisie de l'expérience collective par la mémoire individuelle ? Cette problématique repose sur trois hypothèses principales. Premièrement, la mémoire individuelle, en tant qu'elle est définie ici comme une faculté mentale, est le support d'une mémoire du collectif qui met en jeu trois opérations sociales de la mémoire, la mémorisation, la remémoration et la commémoration. Deuxièmement, la mémoire du collectif est liée à une contemporanéité et à une condition sociale d'existence, avec des différences entre les hommes et les femmes, entre les générations, etc. Troisièmement, le repérage des thèmes de la mémoire permet de montrer notamment que le rapport de domination sociale, auquel est soumise la classe ouvrière, n'est pas lié à l'existence d'un foyer central comme l'affirme Albvax, mais résulte d'une opposition de classe. Les enjeux intellectuels. La récurrence du thème de la disparition de la classe ouvrière en France n'est pas nouvelle. Déjà en 1960, le sociologue Paul-Henri Chombard-Delot se demandait, non sans provocation, y a-t-il encore une classe ouvrière ? Cela pour mieux récuser l'affirmation selon laquelle cette classe sociale aurait disparu, Chombard-Delot, 1977/12. D'une façon générale, les tenants actuels de la disparition mettent en avant les données liées au processus de mondialisation et de financiarisation de l'économie en cours ces dernières décennies. Baisse du nombre d'emplois ouvriers dans le secteur de l'industrie, effondrement des bastions traditionnels, dans le Nord, en Lorraine, dans la Loire, etc. Affaiblissement des institutions représentatives de la classe ouvrière, en particulier le PCF et les syndicats ouvriers, etc. Objectivement, ces données sont irréfutables. Pour autant, leur lecture en creux permet une autre interprétation. La classe ouvrière n'a pas disparu mais elle s'est transformée, et cette transformation l'a rendue invisible. Du moins en apparence. Les ouvriers représentent, en 1954, au moment de l'établissement de la première nomenclature des CSP par l'INSEE, environ 34% de la population active, soit presque 6,5 millions d'individus. En 1975, la classe ouvrière atteint le nombre de 8,5 millions, son plus haut niveau historique, Verret, 1992/21. Ce chiffre s'élève en 2010 à environ 5,5 millions, soit 21,3% de la population active. Les ouvriers constituant actuellement la troisième catégorie socio-professionnelle derrière les employés, 28,9% et les professions intermédiaires, 24,4%. La baisse du nombre d'ouvriers est importante. Elle s'explique principalement par trois facteurs, les fermetures d'usines, les plans de restructuration et l'externalisation d'un certain nombre d'activités, sécurité, restauration, maintenance, etc., jusque-là réalisées en interne et dépendant maintenant du secteur des services. Mais si l'on considère qu'une partie au moins de ce que la nomenclature INSEE nomme les employés constitue en fait une catégorie de salariés d'exécution qui s'apparente, en raison notamment de leurs conditions d'emploi et de travail, agents d'entretien, caissiers, téléopérateurs, etc., à des ouvriers, alors l'effectif réel de la classe ouvrière est numériquement beaucoup plus important. Relativement homogène et partiellement unifiée jusque dans le courant des années 1970, la classe ouvrière s'est morcelée. Elle est aujourd'hui une classe en éclats selon les termes de l'historien Gérard Noiriel,
Noiriel, 2002 sur 237-261. Faut-il le rappeler, la notion de classe ouvrière est englobante. Elle désigne en fait un ensemble de situations très disparates. C'est justement pour insister sur cet aspect qu'il m'arrivera d'utiliser dans cet ouvrage la notion de classe populaire, plutôt que celle de classe ouvrière. Autrement dit, l'éclatement de la classe ouvrière s'explique par des réalités plus diversifiées que jamais, mais aussi par des images collectives de plus en plus fragmentées. Noiriel, 2002 sur 237. La massification du chômage et de la précarité, le développement des emplois statutairement non stabilisés, la mise en place des nouvelles organisations du travail, etc., sont autant d'éléments qui, au sein de la classe ouvrière, ont fragilisé davantage encore les plus vulnérables et soumis à l'incertitude les moins exposés jusqu'alors. Ces éléments ont également contribué à l'individualisation des comportements, affaiblissant par là même les collectifs traditionnels associés à la classe ouvrière, collectifs par lesquels la culture et l'identité de cette classe sociale se transmettaient et se diffusaient, par lesquels ces représentations s'homogénéisaient. La classe ouvrière ne dispose plus aujourd'hui des puissants leviers qui lui permettaient de se faire entendre au niveau national. Lentement, massivement, les ouvriers se sont détournés de la CGT et du PCF. Dans le même temps, la CFDT et le PS se sont éloignés d'eux, Beau et Pialou, 2012 sur 449-456. Et la figure de l'ouvrier qualifié de la grande industrie qui, jusqu'à une période récente, réalisait très largement, même si ce n'était en fait que partiellement, l'unité de la classe, est maintenant minoritaire. Minoritaire et non remplacée. En ce sens, la classe ouvrière n'a pas disparu, elle est devenue invisible. Le phénomène s'est amplifié ces 2 dernières décennies du fait de l'abandon aux autres, par la classe ouvrière, de ses moyens de représentation. Sauf rares exceptions, généralement liées à des événements sociaux comme la fermeture d'une entreprise ou l'annonce d'un plan de licenciement, la classe ouvrière est absente de l'actualité politico-médiatique. Elle l'est d'ailleurs tout autant, sauf, là encore, rares exceptions, de l'actualité universitaire. Désormais, le personnel politico-médiatique, journalistes, politiques, experts, etc., participe efficacement à l'effacement du monde ouvrier dans son ensemble, en privilégiant le recours à des catégories conceptuelles qui délaissent le registre de la classe, comme salariés chômeurs, intégrés exclus, travailleurs assistés, etc. Ce qui a pour conséquence de minorer, voire de nier, la réalité de l'existence d'une opposition de classe et des apostrophes. Un ethos ouvrier, catégorie très pratique pour qui prône consciemment ou non une vision individualiste du monde social. Devenue invisible, transparente, la classe ouvrière n'apparaît plus en tant que telle dans l'espace public médiatisé, médias de masse, manifestations officielles, lieux de pouvoir, etc. Pourtant, un simple changement d'angle suffit pour se rendre compte que la classe ouvrière existe. Si l'on s'en tient à mon terrain de recherche, Vierzon, il faut se promener du côté de la gare routière, située en plein centre-ville, au Forum, un jour de la semaine à 1 heure d'affluence, ou en fin d'après-midi du côté de la nouvelle zone commerciale, l'Orée de Sologne, au nord de l'agglomération, pour constater qu'elle est toujours bel et bien présente. Il faut aller sur les marchés, le marché traditionnel du samedi matin ou celui que les Vierzonais appellent communément le marché arabe, le mardi matin, dans la cité HLM de Cellier pour s'apercevoir qu'elle n'appartient pas encore au passé. Il faut participer à l'une des nombreuses manifestations organisées par la municipalité ou par les associations locales pour mesurer ce paradoxe. La présence physique de la classe ouvrière dans l'espace public réel est inversement proportionnelle à son absence dans l'espace public médiatisé. Mon propos vise à mettre en évidence ce que j'ai appelé la mémoire du collectif. La saisie de l'expérience collective par la mémoire individuelle, et implicitement à critiquer les positions de Maurice Halbwachs sur la question de la classe ouvrière et sur celle de la mémoire. Mais il vise aussi à faire exister la classe ouvrière en parlant d'elle et en la faisant parler. Ainsi, l'analyse des subjectivités doit permettre de montrer que les ouvriers n'ont pas disparu et qu'ils ont des choses à dire. Cela sans chercher à masquer les réalités les plus crues. En privilégiant, comme l'auteur de la formation de la classe ouvrière anglaise, l'historien anglais Edward P. Thompson, une étude culturelle plutôt que politique de la classe ouvrière, où la classe est un rapport et non une chose, Thompson, 1988/14,
L'idée est de rendre compte de la pluralité des situations et des expériences et à l'inverse, malgré les derniers changements intervenus au sein du monde ouvrier, de ce qui est encore collectivement partagé. En filigrane, l'examen de la mémoire ouvrière doit permettre de nous interroger sur la pertinence de continuer, ou non, à penser la classe ouvrière comme développement. Les matériaux. Cette recherche, que l'on peut également désigner sous le terme de monographie, est empirique. L'analyse du phénomène social de la mémoire découle de son observation et non l'inverse. Elle a donc mobilisé une logique inductive. C'est ce qui explique le recours à ce que l'essayiste allemand Siegfried Kracauer nomme les cas exemplaires de la réalité, Kracauer, 2000/20. L'analyse tient compte par ailleurs des conditions de réalisation de l'enquête biographique. Je pense en particulier au fait que la situation d'entretien sociologique est une situation d'interaction sociale entre un enquêteur et un, ou plusieurs enquêtés. Autrement dit, le chercheur n'est pas extérieur à l'objet étudié. Il n'est pas neutre. Il participe à l'effectuation du phénomène. Le fait que je sois originaire de Vierzon et que j'y ai un point d'attache, on fait aussi que ce travail, à bien des égards, a pris une forme parfois plus ethnographique que sociologique. C'est un aspect que je n'ai pas du tout cherché à gommer. Pour réaliser cette recherche, j'ai eu recours aux méthodologies classiques associant une étude statistique et documentaire et une enquête par entretien. L'étude statistique et documentaire s'appuie sur deux corpus. Le premier est constitué de référents théoriques et culturels, ouvrages et articles généraux et ou théoriques, ouvrages relatifs spécifiquement à l'appréhension objective de la réalité ouvrière et de ses éléments constitutifs, ouvrages ou articles à visée méthodologique, œuvres culturelles notamment littéraires. Le deuxième corpus intègre des données empiriques permettant d'appréhender la réalité locale. Travaux universitaires conservés aux archives départementales du Cher, informations fournies par l'INSEE et la Chambre de commerce et d'industrie CCI du Cher, articles de presse et rencontres avec les personnalités locales. La consultation des mémoires et thèses aux archives départementales s'est déroulée de septembre à décembre 2007. Le premier contact avec la CCI a eu lieu au mois de janvier 2008. Plusieurs ont suivi jusqu'en janvier 2011. La lecture de la presse ainsi que les rencontres avec les principaux acteurs ont couru pendant toute la durée de réalisation de cette recherche, 2006 à 2012. Pour généraliser, l'étude statistique et documentaire offre un contre-champ aux matériaux biographiques, elle lui sert de support d'objectivation. L'enquête par entretien précisément a été réalisée sur une période d'environ 2 ans, entre septembre 2008 et juin 2010, document 1. La majorité des entretiens se sont déroulés à Vierzon. 18 ouvriers y ont participé, plus si l'on tient compte des personnes présentes au moment de l'interview et qui sont intervenues pendant l'enregistrement. Ce facteur, non prévu, a été intégré à l'analyse. La majorité de ces ouvriers sont des hommes, liés directement ou indirectement au secteur de la métallurgie. Ils sont nés entre 1951 et 1986. Ils appartiennent à 2 générations différentes. La première génération est constituée des plus de 35 ans, la seconde des moins de 35 ans. L'enregistrement s'est déroulé selon les modalités suivantes. J'ai commencé par une première série d'entretiens exploratoires s'articulant autour d'histoires de vie et de questions semi-directives sur l'existence au travail, l'appréhension de la mobilité sociale, etc. Quelques mois plus tard, lorsque les interviewés l'acceptaient, j'ai réalisé une deuxième série d'entretiens, ceci afin de combler les trous du récit spontané, d'approfondir certaines réponses autour de l'appréhension des comportements collectifs et des structures sociales, en particulier celles ayant trait au vécu familial et à la quotidienneté en dehors du travail. C'est à cette occasion que j'ai eu recours à un dispositif déjà utilisé lors de mon mémoire de DEA, Hocher, 1996, la mentalisation du premier logement de l'enfance. Il s'agissait de demander aux enquêtés de me parler de leurs souvenirs liés à ce premier logement. Son agencement, le nombre de pièces, sa localisation dans le quartier, etc. En tout, 33 entretiens ont été réalisés. Pour chacun d'eux, j'ai rédigé une note d'observation. Certains éléments consignés dans ce journal d'enquête seront utilisés lors de la présentation de chaque récit de vie. Document 1.
Recensement et parcours des ouvriers interviewés. Cet ouvrage comprend 6 chapitres. Le premier est une présentation du terrain de recherche et des questions méthodologiques. Le deuxième chapitre permet d'étudier les mécanismes à l'œuvre dans le phénomène mémoriel, ce que j'ai appelé les opérations sociales de la mémoire, la mémorisation, la remémoration et la commémoration. Les 4 autres chapitres portent sur les contenus de la mémoire ouvrière ou ce qui revient au même sur les thèmes de la mémoire, le rapport de classe chapitre 3, la famille, la vie domestique et l'espace domestique, chapitre 4, l'école, chapitre 5, le travail et la lutte, chapitre 6. Ce sont ces 6 chapitres qui me permettront de mettre à l'épreuve mes 3 hypothèses principales. Chapitre 1, terrain et méthode. Historiquement, Vierzon est né en 1937 du rassemblement de 4 communes, Vierzon-Ville, Vierzon-Village, Vierzon-Forges et Vierzon-Bourgneuf. Sous-préfecture du département du Cher depuis 1984, elle est située en région centre à environ 200 km au sud de Paris et une trentaine au nord-ouest de Bourges. Elle appartient à l'ancienne province du Berry. C'est une ville ouvrière qui connaît une situation économique particulièrement difficile, accompagnée d'une baisse démographique mais qui bénéficie d'une charpente sociale extrêmement résistante. Le processus d'industrialisation commence à la fin du XVIIIe siècle avec l'installation d'une forge par le comte d'Artois. Il se poursuit au XIXe siècle par le développement d'autres industries et la spécialisation d'une grande partie de la métallurgie dans le machinisme agricole et industriel. Ce secteur connaît son apogée au début du XXe siècle, puis son déclin après la Seconde Guerre mondiale. La fermeture en 1995 de Cazes, héritière de la Société française de matériel agricole et industriel, ou SFMAI, plus communément appelée Société française, est vécue comme un traumatisme. Selon les données de la CCI du Cher, en 2008, la métallurgie emploie 2356 salariés dans le bassin d'emploi de Vierzon. Ce chapitre s'articule en 2 parties. Compte tenu du passé industriel de Vierzon, tous les ouvriers interviewés sont liés au secteur de la métallurgie ou l'ont été à un moment donné de leur existence. La première partie s'intéresse plus précisément au terrain de recherche et la seconde, aux aspects méthodologiques de l'enquête biographique. Le terrain de recherche. 4 éléments sont examinés dans cette partie relative au terrain de recherche. Le premier concerne l'histoire de Vierzon, le second celle de la métallurgie. L'analyse de ces 2 éléments historiques mobilise très largement un corpus bibliographique, en particulier le livre L'industrie du machinisme agricole à Vierzon de l'historien local Henri Le Tourneau, 2003, et évidemment les mémoires et les thèses universitaires consultées aux archives départementales du Cher. Le troisième élément porte sur la structure du secteur métallurgique en 2008. Cette structure est définie à partir des résultats de l'enquête statistique réalisée auprès de la Chambre consulaire. Enfin, le dernier élément s'intéresse à l'évolution et aux caractéristiques de la population vierzonnaise en fonction des différents recensements de l'INSEE. Les 4 Vierzons au Grand Vierzon. L'agglomération vierzonnaise chevauche 2 versants de la vallée du Cher séparés l'un de l'autre par 2 rivières, le Cher et l'Yèvre. Le plateau nord est tapissé d'une forêt épaisse, à la limite de la Sologne. Le sud est peu boisé. Beaucoup plus vallonné, il annonce la Champagne berrichonne. Au nord de l'Yèvre et à quelques encablures du site primitif, se love, sur un promontoire élevé qui contrôle la vallée, le noyau historique. De ce monticule fortifié naît un gros bourg autour duquel se développe un conglomérat constitué par des villages des campagnes avoisinantes, des fermes et des hameaux isolés. Au milieu du XVIIIe siècle, selon Alain Poquet, la ville de Vierzon est surtout très ramassée sur elle-même. L'habitat y est dense, concentré sur une très petite superficie. Tout autour s'étend la campagne vierzonnaise. En gros, 80 lieux habités et dont la population varie entre 2 et 200 habitants. Le tout, ville et campagne, forment la paroisse Notre-Dame de Vierzon. Cette paroisse, qui s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, compte entre 6 à 7 000 paroissiens. Poquet, 1974/15. Pendant la période de l'Ancien Régime, la zone urbaine et les villages environnants forment 2 entités administratives bien distinctes. La cité est administrée par un maire et 4 échevins.
les villages par 2 syndics qui remplissent les fonctions de maire sous la surveillance d'un subdélégué de l'internat. En 1790, la séparation administrative est maintenue entre d'une part le bourg fortifié, désormais Vierzonville, et d'autre part les villages, Vierzon-Village. De 1792 à 1795, les 2 communes s'unifient, Pinaud, 1992/6. L'installation d'une grosse forge à la fin du XVIIIe siècle est le point de départ à la fois de la vocation industrielle de la ville, de la création et du développement d'un noyau urbain à la personnalité très marquée, où les habitants ont le sentiment d'appartenir à une entité originale et vivante, les Forges. Vincent, 1989/1. La commune de Vierzon-Forges ne deviendra indépendante qu'en 1908. Au XIXe siècle, le développement industriel de l'agglomération vierzonnaise et des infrastructures de transport attire de nouveaux habitants à proximité des usines. Au centre de la ville, à l'ouest autour de la section de Fay ou Saint-Martin, et à l'est près du complexe métallurgique. Au sud, se forme un autre noyau d'habitation qui devient en 1887 la commune de Vierzon-Bourgneuf. Entre 1908 et 1937, il existe 4 Vierzons: Vierzonville, Vierzon-Village, Vierzon-Forges et Vierzon-Bourgneuf. Frédéric Morillon précise que l'idée de réunir les 4 Vierzons vient du PCF, parti déterminant dans le paysage politique vierzonnais de l'époque. En se plaçant sur ce terrain, il oblige les autres partis politiques à prendre position sur le sujet vis-à-vis des électeurs. Si le PCF apparaît comme le fer de lance de la campagne en faveur de la fusion, avec un objectif final très précis, à savoir la conquête de la mairie de Vierzon réunifiée, d'autres Vierzonnais souhaitent aussi la fusion rapide des 4 communes, Morillon, 1994/2. Cette séparation en 4 unités administratives distinctes attise les querelles de clocher et ne permet pas de définir une politique urbanistique cohérente, Morillon, 1996. Le 8 avril 1937, un arrêté préfectoral réunit les 4 communes en une seule. Au début du mois de mai 1937, le communiste Georges Rousseau, ancien maire de Vierzon-Village, est élu premier magistrat du Grand Vierzon. Cette fusion est de courte durée. Après la suspension de la municipalité communiste le 12 octobre 1939, la ville est de nouveau séparée en 2 par une ligne de démarcation matérialisée par le Cher. Le nord est situé en zone occupée et le sud en zone libre. Après la Seconde Guerre mondiale, Vierzon redevient une ville à part entière, dirigée par une municipalité communiste jusqu'en 1947. Durant 12 ans, la ville est ensuite gérée par un socialiste, Maurice Caron, élu en partie grâce aux gaullistes. En 1959, le PCF regagne les élections. Pour Jérôme Pinault, le contexte de crise est le principal responsable du changement de majorité. Toute la campagne électorale a lieu sur fond de dégradation de l'emploi, bien que les élections aient lieu en mai avant la faillite symbolique de la SFMAI. La municipalité en place est visée par ses adversaires communistes qui affirment que la crise est due aussi à son action jugée négative. Malgré un climat politique national et un mode de scrutin jugé plus favorable aux gaullistes qu'aux communistes, ceux-ci gagnent dès le premier tour avec 52,89% des suffrages exprimés. Pinault, 1992/59. De 1959 à 1990, Léo Mérigot, 1959 à 1977, puis Fernand Micoureau, 1977 à 1990, se succèdent au poste de premier magistrat. La municipalité de gauche à direction communiste privilégie la construction de logements sociaux, Tunnel Château, Colombier, Clos du Roy, Chaillot, etc., et la création d'une ZAC en centre-ville, le Forum, pour réunifier l'espace urbain autour d'un noyau central. Au niveau économique, elle tente de mettre en œuvre une politique de réindustrialisation après la crise qui touche Vierzon à la fin des années 50. De 1990 à 2008, la ville est dirigée par Jean Rousseau, ancien socialiste étiqueté d'hiver droite. Au premier tour des élections municipales de 2008, le communiste Nicolas Sansu bat Jean Rousseau avec 57,56% des suffrages exprimés. Cette élection marque une constante: la place du PCF à Vierzon, et la capacité des communistes, alliés aux différentes composantes de la gauche, à apparaître comme une alternative crédible pour battre un maire sortant. En 2012, Sansu devient également député.
Il remplace le communiste Jean-Claude Sandrier. La place prédominante de la métallurgie. Étymologiquement, la métallurgie est l'art d'extraire les métaux de leurs minerais, d'élaborer des alliages, de les transformer en produits demi-finis et de les mettre en forme pour leur utilisation, produits finis. Elle couvre ainsi 3 grands domaines d'activité où les connaissances technologiques et scientifiques interviennent à des degrés divers, à savoir la métallurgie extractive, la métallurgie d'élaboration, la métallurgie de transformation et de mise en forme, Lacombe 2002/1019. La métallurgie de transformation et de mise en forme englobe l'ensemble des industries mécaniques. Outillage industriel, construction de matériel de transport, construction automobile et aéronautique, construction de matériel agricole. La définition du secteur métallurgique est ici élargie aux activités liées au recyclage des matières métallurgiques. Les premières traditions métallurgiques en Berry remontent au temps des bituriges, en raison de la présence de fer en main endroit dans les sols. Au Moyen Âge, la cité est tournée tout entière vers le commerce et la production, métal, terre, bois et laine. Le processus d'industrialisation commence en 1779 avec la création d'une grosse forge au bois de type classique par le comte d'Artois, seigneur apanagiste de Vierzon, frère des rois Louis XVI et Louis XVIII, lui-même futur Charles X. Cette création modifie en profondeur l'économie locale car elle entraîne la perte d'un certain nombre d'activités traditionnelles. Le textile, le commerce des drogués et des laines, la tannerie et la parcheminerie, etc. Les drapiers par exemple sont obligés de transférer leurs activités à Romorantin-Lanthenay, Loir-et-Cher. L'historien Michel Pigenet, dans Les ouvriers du Cher, note que la création d'un établissement métallurgique est source d'inquiétude légitime de la part des foulonniers et tanneurs concernés par l'aménagement d'un étang en amont de l'agglomération. Tracasseries, procès, chicanes se multiplient. En vain. Dans les années 1780, l'opposition faiblit. Chacun a pu faire ses comptes. L'accroissement de la population, les retombées économiques de ce regain de dynamisme, ont séché les larmes des derniers nostalgiques, cependant que les victimes de l'usine ont quitté la ville ou se sont reconverties. Pigenet 1990/25. Outre la volonté du comte d'Artois de rentabiliser son domaine, plusieurs raisons expliquent la création d'une forge en bordure d'Yèvre à Vierzon village. D'abord la présence d'une main-d'œuvre disponible et des ressources premières, le bois, le minerai et l'eau. Ensuite la localisation du site lui-même, sa proximité de la ville, sa situation en bordure de la route Vierzon-Bourges et sa facilité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.